Petit 3. Le serpent à plumes. Nous pouvons observer que le serpent ailé est représenté par de nombreuses civilisations. En Bolivie, chez les Incas, à Teotihuacan au Mexique, chez les Mayas, ici nous avons le serpent qui provient de la tête du personnage au pied de l'arbre, et au sommet, il y a l'oiseau, avec la tête du serpent dans son bec. Ici on retrouve le serpent et l'oiseau. Toujours au Mexique, là on voit bien les deux serpents qui s'entrecroisent, et les plumes autour de la tête du personnage. Toujours au Mexique. Sur ces gravures. Ici en petit on a le serpent et l'oiseau sur un cactus. Même chose ici. Sur le drapeau du Mexique. Chez les Amérindiens, sur ce totem, au centre il y a les deux serpents qui s'entrecroisent, et au sommet il y a l'oiseau. Au Canada, au Costa Rica, au Chili, à l'île de Pâques, les hommes oiseaux. En Égypte, le serpent et l'oiseau de Toutankhamon sur son masque funéraire. Sur ce diadème. Au temple d'Horus, dans la tombe de Ramsès VI, à Karnak, dans la tombe de Néfertari, là ici on a le serpent en boucle d'oreille et l'oiseau sur la tête du personnage. Ici alors c'est assez magnifique, hein. Le serpent nous évoque le mouvement de cet envolé d'oiseaux. Sur ces stèles. Là on voit bien le serpent et l'oiseau. Sur ces bracelets, cette statuette, on voit bien la personnification. Sur cette amulette. Chez les Sumériens, là de chaque côté on a les créatures ailées et le double serpent au milieu. Chez les Assyriens, en Irak, à Babylone. Ici en bas à droite on a le serpent, et au sommet de la porte, on a deux oiseaux. Je ne sais pas si vous voyez bien, et certainement ce sont des pans. En Iran, Sirius le Grand, qui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à l'enfant Horus. Toujours en Iran, à Persépolis. En Iran, toujours. Là, on voit bien l'oiseau et les serpents. Même chose. En Turquie, à Istanbul, en Perse. Là, ici, on voit bien la personnification des serpents avec des têtes humaines. Sur ces documents arabes. Au Mali, sur cette porte, là on voit bien les serpents qui s'entrecroisent. Et en bas à droite, on a deux oiseaux. Au Nigeria,
Là, on a 2 oiseaux au sommet et le serpent au-dessus, sur cette statuette. Toujours au Nigeria. Au Congo. Là, par contre, les oiseaux ont perdu leur tête. Et à droite, on a le serpent enroulé. Toujours au Congo, là, on a le serpent au centre. Et là, l'oiseau, il est dessiné sur la planche. En Inde. Ici, on voit bien le serpent et l'oiseau. On a même l'arbre. En Thaïlande. En Indonésie. En Australie. Au Japon. En Chine. Ici, c'est une copie, mais on voit beaucoup mieux les serpents. Et l'oiseau au sommet. Toujours en Chine. En Russie. Chez les Vikings, en Suède. Là, on voit bien les serpents sur ces stèles. Et l'oiseau. Chez les Nordiques. Odin. Les Celtes. Sur ce chaudron. Là, on voit bien les oiseaux de chaque côté du personnage. Et là, des créatures, certainement des dragons. Là, on a le serpent et l'anneau. Astérix, avec son casque ailé. Dans la civilisation gréco-romaine. Sur ces céramiques. Là, on voit bien la personnification. Pégase. Sur ses bijoux. Ses bracelets. Là, des serpents. Sur ce trône, sur le dossier, on a le serpent et devant, on a 2 têtes d'oiseaux. Même chose sur ces trônes. Ici, on a Hermès avec ses sandales ailées. Ça m'évoque le petit pousset et les bottes de 7 lieues. Le caducée. On le retrouve d'ailleurs dans Tintin avec le sceptre de Tokar. Dans Sakura. Sur cette image d'Alexandre le Grand, on a la lance avec le serpent enroulé et les créatures ailées. Ici, c'est très intéressant, regardez bien. Il y a comme une nourriture au sommet des lances. C'est ce qui va nous donner la direction. Et nous allons vers quoi nous nous nourrissons. Ici un détail des Jardins des Délices de Jérôme Bosch. En Italie. Là on voit bien le serpent et les ailes d'oiseau, des ailes d'ange. En Angleterre. En Espagne. En France, à la Manufacture Royale de Sèvres. Là, en petit, en bas à droite, on a le serpent roulé autour de la colonne. Et on a la créature ailée, le sphinx.
Là par contre le serpent il est plus dans l'ombre, et on a les ailes de l'ange. Ici à la fontaine Saint-Michel, on a le serpent un peu caché en bas, et on a les ailes de l'ange qui montrent la direction du ciel, toujours en France, aux États-Unis, et plus récemment dans les arts et les emblèmes, ici le logo de la médecine, la pharmacie, le SAMU, dans des maisons d'édition, en alchimie, mais aussi réadapté dans les contes et les légendes, les fées dans Peter Pan, les anges et les diables, ici dans Cusco, l'empereur Mégalo, les sphinx, les licornes, ici dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, là on voit bien les serpents de chaque côté et les ailes au sommet. Dans Harry Potter, dans la Chambre des Secrets. Dans le jeu vidéo Metal Gear Solid, Snake Eater, le tireur d'élite est accompagné du serpent et de l'oiseau. Et d'ailleurs, le serpent est l'aliment de base du héros. Ça m'évoque aussi le caducée. Dans la série culte des Zelda, sur son bouclier, on a les serpents en argent et l'oiseau en rouge. Nous avons aussi le dragon, très présent dans la culture asiatique, qui est bien sûr une combinaison du serpent et de l'oiseau, ici en Chine à Pékin. En Indonésie, dans les Tintins, dans les mystérieuses cités d'or, dans Sakura, dans Le Voyage de Chihiro. Dans La Belle au bois dormant, c'est notre dragon intérieur qu'il faut défier pour être en mesure de chevaucher, comme dans Lucky Luke, où l'homme et le cheval ne font qu'un. Le grand Uruk-Makto dans Avatar est majestueux et terrifiant à la fois. Il représente l'équilibre ultime de la création et de la destruction. Dans la série animée Dragon Ball Z, pour invoquer le dragon légendaire, il est indispensable de réunir les 7 boules de cristal. Dans l'histoire, ce dragon a la capacité d'exaucer n'importe quel vœu. Et en fait, c'est tout un symbole. Ici, un guerrier avec les 7 dragons, les 7 serpents. Dans Harry Potter aussi, il y a les 7 serpents à l'entrée de la chambre des secrets, où il faut parler en serpent en fourche-langue pour l'ouvrir. Et là, c'est le jackpot. Ça me fait penser aux 7 étoiles d'Ézéchiel, aux 7 jours de la semaine, aux 7 notes de musique, dans Évangélion, aux 7 nains, qui rentrent de la mine dans Blanche-Neige, aux 7 moailles, à la 7e lettre de l'alphabet. C'est l'aspect septuple de la création. Dans Naruto, il y a cette même quête intérieure de faire la paix avec sa partie animale pour révéler tout son potentiel. Et réconcilier les 9 bijoux de la création pour invoquer le grand Joubi. Le 9 est l'addition du 7 avec le macrocosme et le microcosme.